Écoutez attentivement, et ne détournez pas le regard. 4 hommes au même visage ont posé le pied sur les quais de Bordeaux, sous la chaleur étouffante de l'été 1882, et si vous trouvez cette phrase banale, vous n'avez pas encore compris le genre de danger qui arbore un sourire humain. L'un parlait, les 3 autres respiraient au même rythme. L'un clignait des yeux, les 3 clignotaient avec lui. Si vous le croisiez sur le quai des Chartrons à midi et juriez l'avoir revu sur l'allée de Tourny à 12h05, ce n'était pas une erreur. C'était le début d'une leçon sur la facilité avec laquelle la réalité cède à une volonté disciplinée. Leur bagage était autrichien. Leurs lettres de recommandation étaient irréprochables. Leurs yeux étaient pâles et patients, comme chez des hommes habitués à étudier leur proie avant tout mouvement brusque. Ils se faisaient appeler les frères Keller, Hans, Otto, Karl et Lukas, fils d'un patriarche tyrolien dont la poignée de main était décrite comme rassurante, jusqu'à ce qu'on essaie de se rappeler ce qu'il avait exactement promis. Ils louèrent une maison respectable sur la rue Sainte-Catherine, et la meublèrent avec un ordre européen. Des horloges qui ne perdaient jamais une seconde, des registres sans tache d'encre, des chaises disposées à des angles calculés pour une conversation polie et une écoute stratégique. Ils s'habillaient pareil, parlaient pareil, souriaient de ce demi-arc prudent qui suggérait un amusement partagé pour une blague que vous n'aviez pas entendue. Leur mère, disait-on, avait jadis distingué les garçons en leur entaillant une fine cicatrice derrière chaque oreille gauche. Elle l'avait fait par amour ou par crainte que le monde ne survive pas à leur anonymat. Bordeaux après la guerre était une ville obsédée par l'argent et encore tachée de sang sous les parquets. La reconstruction avait rendu la prudence à la mode et le désespoir silencieux. Les hommes avec du capital étaient pardonnés de leurs péchés. Ceux qui promettaient du capital étaient pardonnés de tout. Les Keller promettaient tout. Contact européen, débouchés pour le vin, financement transatlantique, tout décrit dans ce rythme confiant d'hommes arrivés déjà briefés. La première fissure dans la certitude de la ville ne vint pas d'un crime, mais de l'arithmétique de la présence. Par un matin d'août étouffant, un banquier jura avoir discuté d'expédition d'or avec Hans à la Banque de France à 8 heures, tandis qu'un assureur maritime insistait sur le fait que Hans avait examiné des polices avec lui à 8h45 et un médecin affirma que Hans avait partagé un cognac à 9h, précise pour parler d'investissements bénéfiques à la santé de la communauté. Chaque homme décrivait le même costume, la même canne, les mêmes yeux pâles qui s'attardaient un battement de cœur de trop sur le visage d'un menteur. On pouvait écarter le souvenir d'un gentleman, on ne pouvait écarter 3, chacun s'appuyant sur sa réputation professionnelle, chacun prêt à signer et à jurer sur papier. L'affaire allemande l'appela le bureau du shérif comme si une phrase pouvait contenir une brèche dans la réalité. Comprenez-vous? Ce n'était pas de la magie. Les instruments les plus dangereux sont plus simples que cela. Les Keller obéissaient à un principe que presque tout homme honnête ignore. Une attention coordonnée, ininterrompue par la vanité. Pendant que vous vous affairiez à être vous-même, ils s'entraînaient à être les uns les autres. Pendant que vous faisiez confiance à la séparation entre votre matinée et votre après-midi, ils traitaient le temps comme un jeu de cartes à empiler et à distribuer. 4 corps, une continuité. Ils l'avaient construite comme on bâtit une cathédrale. Pierre par pierre, note par note, habitude par habitude, jusqu'à ce que les voix du cœur fusionnent et qu'on ne puisse plus distinguer où une gorge s'achève et l'autre commence. Le shérif, un homme nommé Duval, qui comprenait l'odeur des mensonges comme les marins connaissent la météo, leur rendit visite. La maison l'accueillit avec une courtoisie polie, des rideaux lourds, une horloge, grand-père qui découpait la pièce en secondes strictes, des lettres rangées comme des soldats dans un tiroir. Le patriarche l'accueillit avec une chaleur qui ne chauffait pas. Quand Duval demanda les 4 fils, Klaus hésita si peu que vous l'auriez manqué si vous n'étiez pas entraîné à voir les microsecondes comme des confessions, et les fit appeler. Ils entrèrent en quelques minutes, aussi identiques que des reflets, et répondirent aux questions avec la fluidité de gens qui avaient répété non seulement les mots, mais les poses, les regards, le poids précis d'un haussement d'épaule. Duval partit sans rien d'admissible en cours, et avec tout ce qu'il fallait dans ses os. À l'automne, 43 déclarations sous serment s'empilaient sur son bureau, chacune insistant sur le fait que le même homme avait été dans différentes pièces à des heures chevauchantes, chacune offrant des détails trop précis pour être balayés comme du commérage. L'odeur de baume au romarin, une égratignure sur un bouton de manchette, une phrase regrettable, répétée avec une constance chirurgicale. Si vous pensez que les témoins sont peu fiables, vous avez raison. Pourtant, quand leurs erreurs s'alignent pour former une géométrie, vous avez découvert non le chaos mais un dessin. Les Keller ne visaient pas à tromper un homme ici ou une femme là, ils visaient à s'emparer du sense-making de Bordeaux, à devenir la charnière sur laquelle la mémoire bascule. C'est un crime plus grave que le vol. C'est une trahison contre la réalité. Ils avaient bâti leur supériorité sur 3 couches. La première était l'apparence, qui exigeait de la discipline, des tailleurs assortis, une toilette, une posture,
une pratique quotidienne de petits gestes répétables jusqu'à ce que le muscle lui-même se souvienne. La seconde était l'intelligence, rassemblée avec une indécence masquée en courtoisie, des serviteurs incités à parler, des clercs payés pour mal classer, des enfants charmés pour répéter des mots d'adultes. La troisième et la plus létale était l'effondrement de l'individualité. L'expérience de chaque frère était traitée comme du matériel, pas de fierté d'auteur, pas d'égoïsme sur qui avait dit quoi. Chaque conversation était capturée, réduite en script et implantée chez les autres jusqu'à ce que les quatre puissent reprendre n'importe quel fil sans une couture visible. Vous sentez le frisson maintenant, n'est-ce pas? Pas parce que 4 hommes se ressemblent. Les cirques vendent cette nouveauté, mais parce qu'ils croyaient ce que peu d'hommes osent croire, que l'identité n'est qu'une habitude, et que les habitudes peuvent être conquises. La ville n'avait jamais vu une arme comme celle-là. Les fusils effrayent le corps, l'argent tente la conscience. Mais cela faisait douter un homme de ses propres yeux, puis de son calendrier, puis de sa mémoire, et enfin de sa souveraineté. Quand une ville doute d'elle-même, elle tend la main à qui parle avec certitude. Les Keller avaient la certitude comme un minéral dans le sang. Quand le coffre dans le bureau du colonel Lefebvre fut trouvé ouvert un matin d'octobre, avec les bijoux intacts mais les documents disparus, des documents qui pouvaient ruiner une carrière, Duval comprit qu'il ne traquait pas des cambrioleurs. Il confrontait un système. 4 opérateurs synchronisés, utilisant les limites de l'attention humaine contre elle-même. Le colonel jura qu'aucun Allemand n'avait été invité au dîner de la veille. Une douzaine d'invités jurèrent que le gentleman allemand poli les avait charmés dans différentes pièces à la même heure. La contradiction ne fragilisait pas l'histoire, elle prouvait la méthode. Ils n'étaient pas partout, ils n'avaient besoin d'être que là où votre confiance se brisait. Écoutez-moi bien, les hommes perdent des fortunes pour bien des raisons. L'avidité, la paresse, la marée. Ils perdent leur réalité pour une seule, parce que quelqu'un de discipliné a décidé de la prendre. Les Keller n'étaient pas venus à Bordeaux pour échanger. Ils étaient venus démontrer une technologie de contrôle aussi ancienne que l'Empire et aussi moderne que la prochaine tromperie, que vous ne verrez pas avant qu'elle ait déjà pris votre nom. Et ceci n'est que le seuil. Si vous continuez à marcher, je vous montrerai le moteur derrière le sourire, le registre derrière la poignée de main et le rituel par lequel 4 corps ordinaires fusionnent en une seule volonté impitoyable. Le premier homme à tester ouvertement les Keller fut un banquier nommé Louis Moreau, un vétéran des paniques et des promesses, qui flairait le faux comme un boucher sans la pourriture sous les épices. Il n'était pas sentimental envers la vérité, il était pratique avec les chiffres, et ce sont les chiffres qui commencèrent à se briser. Le 22 août, la Bourse du vin réunit ses élus dans une salle chaude de tabac et d'autorité. Aucun outsider n'était censé s'y asseoir. Pourtant, quand Moreau entra, il vit l'Allemand aux yeux pâles au fond, dos droit, stylo prêt, absorbant la pièce comme un puits qui ne déborde jamais. Hans, l'appelait-il, bien que les noms perdent déjà leur emprise. Moreau supposa une brèche de protocole et partit chasser la complicité. Il en trouva 3. Le banquier Robert Laurent, dont la moustache se recourbait comme des guillemets, dit qu'il avait lui-même invité Hans après une discussion à 8h30 à la Banque de France. Le marchand Théodore Beaumont, un homme à l'âme ordonnée et à un tiroir de registres en désordre, insista sur le fait qu'il avait invité Hans à 8h45 en revoyant des horaires d'assurance. Le docteur Edmond Duval, appelé docteur plus par habitude que par respect, déclara qu'il avait pressé la présence de Hans après un cognac à 9h ans, durant lequel l'Allemand avait montré un vif intérêt pour des investissements en santé communautaire. Cette phrase délicate pour le profit drapé de vertu civique. 3 hommes, 3 invitations, un homme, un matin. L'arithmétique s'effondra. Moreau ne cria pas. Il observa. Il observa Hans, non pour ce qu'il écrivait, mais pour quand il ne l'était pas. Le stylo de l'Allemand bougeait quand le pouvoir parlait, s'arrêtait quand la flatterie bouillonnait, reprenait quand les secrets effleuraient la surface d'une phrase et menaçaient de couler à nouveau. Il hochait la tête en rythme avec le consensus, jamais avant ni après. Il n'offrait pas d'opinion. Il curait le silence pour que d'autres hommes le remplissent de valeur. Quand la réunion tourna aux prévisions, ce que la récolte donnerait, ce que les rails pourraient transporter, Hans restait au lisse. Mais quand la discussion pivota sur le crédit, sur quelle maison devait quoi, et à la merci de qui les petits facteurs respiraient, alors il inclina la tête d'une fraction, comme pour attraper un murmure que la pièce exhalait elle-même. À la pause, il approcha les hommes comme s'il reprenait des conversations commencées des jours plus tôt, et peut-être l'avait-il fait, si ce n'est avec sa bouche, alors avec ses autres bouches. Il dit à Laurent que les envois d'or étaient arrivés sains et saufs à l'aube, un détail que Laurent n'avait pas encore partagé avec ses clercs. Il conseilla à Beaumont que la clause contestée avait été sagement rayée ce matin, un règlement scellé derrière une porte close que Beaumont croyait impénétrable. Il dévia vers le colonel Lefebvre, dont le nom portait l'odeur de Paris, et offrit une phrase avec le poids d'une main posée légèrement mais décisivement dans le dos. « Colonel,
Ce serait regrettable si des complications accompagnaient vos arrangements si profitables. Les gens pensent que la menace arrive avec des dents. Le genre plus létal arrive en courtoisie. Ce qui déstabilisa la bourse ne fut pas la présence de l'Allemand, mais la transparence soudaine de la ville dans ses yeux. Des hommes qui avaient trafiqué sur leurs secrets pendant 20 ans se sentirent nus sous un regard qui traitait la confidentialité comme un mythe déclaré par les paresseux. Vous pourriez l'appeler paranoïa. C'était quelque chose de plus frais. La reconnaissance qu'un adversaire discipliné avait fait de votre intimité un problème soluble. La réunion se termina sans résolution. La façon dont les choses finissent, quand la certitude recule d'un pas et prétend que c'était voulu. Moreau, à son crédit, n'attendit pas que la rumeur mûrisse. Il visita le shérif Henri Duval cet après-midi-là, et les deux hommes commencèrent à cartographier des impossibilités. Duval n'était pas un théoricien. Il croyait au cuir des chaussures, au temps, au langage tranquille de la routine. Il envoya le député Leclerc surveiller la maison de la rue Sainte-Catherine et dit au député de garder 2 vérités simultanées à l'esprit, que les témoins sont faillibles et que les patterns n'émergent pas de la fumée seuls. À la fin de la semaine, le carnet de Leclerc contenait un cauchemar calme. Il nota Hans quittant la maison à 8 heures précises, bord du chapeau à l'angle quotidien, marchant vers le quai des Chartrons d'un pas mesurable au métronome. 15 minutes plus tard, Hans à nouveau, même chapeau, même démarche, même chaîne d'or, attrapant la même pièce de soleil, tournant vers les quais avec l'insouciance d'un homme qui croit que le monde s'écartera de son chemin. Ne sautez pas à la superstition. La ville en avait plein. Des serviteurs se signant, des contes du vieux pays bouillonnant sur les identiques, des garçons nés sous la queue d'une comète, partageant une âme comme des jambes de table. Duval classa de tels propos dans le tiroir étiqueté utile quand ça panique le bonhomme. Il suivit le registre pas l'étoile. Il traça les avistages comme un quartier-maître. Il traça des lignes entre les réunions et se demanda ce que tout esprit rigoureux demande. Comment ferais-je cela si je ne croyais rien de sacré sur l'identité? L'identité, après tout, est une commodité. Elle garde l'histoire de vous ordonner assez pour que vos connaissances la portent dans leur tête. Les Keller traitaient cette commodité comme une vulnérabilité. Si 4 corps s'accordent pour maintenir une continuité, le monde, affairé, distrait, vaniteux, s'inclinera devant l'illusion parce que la plupart des hommes ne scrutent pas au-delà de ce qui confirme leur présomption que l'univers est encore arrangé pour les flatter. Si Hans parle avec une autorité parfaite d'une conversation que vous avez eue à l'aube, vous ne pivotez pas pour demander si la bouche que vous adressez est la même qui a embrassé votre oreille au lever du soleil. Vous assumez que c'est elle parce qu'assumer le contraire est réécrire votre matinée en public et admettre que vous êtes faillible. Les Keller comptaient sur votre fierté. La fierté est une serrure qui s'ouvre quand on la caresse correctement. La seconde visite de Duval rue Sainte-Catherine avait une température différente. Il arriva sans rendez-vous, forçant ce que les Keller lissaient. Klaus l'accueillit avec un sourire qui reconnaissait plus le jeu que l'invité. Les fils se présentèrent avec leur charme synchronisé, et pendant 20 minutes la pièce mit en scène une performance appelée « clarification respectueuse ». Mais observez les petites choses, les micro-gestes, les signaux sous-cutanés. Le pouce de Karl toucha son index. Lucas commença à parler comme cueilli. Le regard d'Otto glissa vers l'horloge exactement à la seconde où la phrase de Hans s'acheva, comme un hochement minuscule du chef d'orchestre à son premier violon. Les familles partagent des habitudes. Ces hommes partageaient une chorégraphie. Après le départ de Duval, la maison exhala. Le patriarche parla doucement en allemand. Les fils se dispersèrent, chacun portant un registre et un manteau qui aurait pu appartenir à n'importe lequel d'eux. Ils n'étaient pas inquiets. Ils mesurèrent le pas du shérif. Ils comprenaient une vieille vérité que les hommes modernes oublient. Les défenses d'une ville vivent à la vitesse de son paperasse. Avant que Duval ne traduise le soupçon en mandat, la machine se raffina à nouveau. Bordeaux, pendant ce temps, pratiquait le déni comme les villes gentilles le font, en le drapant d'étiquettes. Les dames louaient la civilité des frères. Les hommes excusèrent les contradictions comme des malentendus causés par la chaleur, le commerce, la fatigue qui s'accumule quand les fortunes penchent. Et pourtant, derrière les portes, les murmures se multiplièrent. Un juge reçut une note anonyme qui lisait, comme un prestidigitateur tirant des fleurs de l'air, date, nom, une réunion privée qu'il avait tenue dans une pièce qu'il jurait sans oreille. Un facteur de vin découvrit qu'un concurrent anticipait ses offres avec une précision que seul Dieu ou un espion pouvait gérer. Des clercs trouvèrent des pages égarées restaurées dans les registres avec des corrections d'une main inconnue, si précises qu'elles shame la leur. Il y a des complots qui volent l'argent et ceux qui volent le temps. Les Keller ciblaient l'attention elle-même. L'attention est l'impôt que nous payons à la réalité. Privez-en une ville, et le collecteur d'impôts échoue. Les marchands commencèrent à douter de la séquence de leurs propres jours.
Les épouses doutaient des alibis de leurs maris. Les maris doutaient de la constance des yeux de leurs épouses. Rien n'érode la loyauté plus vite que le soupçon que votre histoire peut être éditée par quelqu'un qui s'en souvient mieux que vous. Au moment où le coffre de Lefebvre bâilla ouvert, le vol avait déjà eu lieu. Les documents n'étaient que des trophées d'une victoire plus profonde. La ville avait accepté que 4 visages puissent porter un passé unique. Voyez-vous comment la dissidence commence vraiment? Pas avec un coup de feu, mais avec un homme en costume sombre finissant votre phrase pour vous et votre fierté, si avide d'être comprise, le remerciant pour la courtoisie. Les Keller n'avaient pas conquis par la force, ils avaient conquis par la continuité. Et la continuité est une arme, parce que les humains en sont soulagés. Le soulagement est le point de pression. Appuyez dessus et un banquier signera. Un juge hochera la tête. Un shérif doutera de ses propres yeux pour une seconde fatale. Cette seconde est tout ce qu'une volonté disciplinée requiert. Et la leur était de faire. Le shérif Henri Duval n'était pas un homme facilement ébranlé. Des années dans l'application de la loi lui avaient appris que la plupart des crimes, peu importe leur théâtralité, étaient commis par des hommes prévisibles mus par des motifs prévisibles. Mais alors qu'il se tenait au pied de la résidence Keller rue Sainte-Catherine ce matin de septembre, il comprit que ce à quoi il avait affaire n'était pas prévisible. C'était ingénierie, la maison elle-même était immaculée, presque déconcertante. Les volets blancs peints étaient alignés avec une précision militaire. Le heurtoir de laiton était poli au point de renvoyer le soleil matinal en un éclat, comme le tranchant d'une lame. Même les pavés menant à la porte d'entrée étaient parfaitement alignés, libres des petites imperfections que le temps impose naturellement à toute demeure. Duval n'y vit pas de vanité, il y vit de la discipline. Klaus Keller ouvrit la porte avec la confiance d'un homme qui savait déjà qui appelait, pourquoi, et combien pouvait être dit avant que cela ne devienne dangereux. Sa poignée de main était ferme mais brève, ses yeux scannant le visage de Duval comme s'il ne rencontrait pas un homme, mais mesurait un problème en temps réel. « Shérif Duval », commença Klaus dans cet anglais mesuré avec soin, « je comprends qu'il y a eu des malentendus sur les activités de mes fils. Sûrement y a-t-il un moyen de les résoudre ?» Le salon était meublé dans un style européen exact. Aucun meuble ne déviait d'un pouce de sa place. Les rideaux lourds bloquèrent le bruit de la rue, piégeant l'air dans une faible odeur de cire et de cuir. Une horloge grand-père bavaroise tic-taquait avec le battement lent et régulier d'un prédateur patient. Ce n'était pas une pièce pour vivre. C'était une pièce pour recevoir, pour observer. Duval demanda à voir les 4 fils en même temps. Klaus hésita si légèrement que la plupart des hommes ne l'auraient pas remarqué, mais c'était là. Puis il les appela. Ils arrivèrent séparément en quelques minutes, chacun portant le même costume de laine sombre, la même chemise blanche impeccable, la même chaîne de montre. Les différences entre eux étaient inexistantes à l'œil non entraîné. Mais même Duval, qui cherchait activement, ne pouvait les distinguer sauf par la chaise qu'il prenait. L'interrogatoire commença simple. Où chacun avait-il été ce matin-là? Hans décrivit une réunion à la Bourse du Vin, fournissant un compte-rendu méticuleux jusqu'à la position du soleil à travers la fenêtre. Otto raconta avoir supervisé du fret sur les quais au même moment, parlant avec une telle confiance qu'on en oubliait presque l'impossibilité. Karl prétendit avoir assisté à un déjeuner avec l'épouse d'un marchand. Un événement supposé se dérouler pendant les heures en question, tandis que Lucas référença des courses pour la famille qu'il avait menées de la banque au bureau de poste, tout aligné avec des témoins que Duval avait déjà interrogés. La partie la plus dérangeante n'était pas le contenu de leurs réponses. C'était la livraison. Ils ne trébuchaient pas, n'hésitèrent pas, ne levèrent pas les yeux dans le mouvement inconscient de recherche que les menteurs font souvent. Et pourtant ils se regardaient. Des regards minuscules, chirurgicaux, un clignement des yeux, un flex d'un doigt contre un accoudoir de chaise, la main droite de Karl reposant sur son genou précisément 2 secondes avant qu'Otto ne parle. Une toux parfaitement timée de Hans précédant Lucas se déplaçant sur son siège et reprenant l'explication sans couture. Duval réalisa ce qu'il voyait n'était pas instinct, c'était chorégraphie. Les frères utilisaient un système de signalisation silencieux, invisible, un lexique de gestes, regards et mouvements qui leur permettait de partager des informations en temps réel sans parler. Chaque homme pouvait dire aux autres quoi dire, quoi souligner, et quand arrêté tout sous les yeux du shérif sans un mot échangé. Il les testa. « Monsieur Hans », commença-t-il, « vous étiez à la Bourse du Vin de 9h à 11h ce matin. »« Oui, oui, shérif », répondit Hans sans pause. « Et pourtant j'ai des déclarations de témoins qui vous placent au bureau maritime pendant ces mêmes heures. » Ah, Hans sourit légèrement. « Alors peut-être y a-t-il confusion des dates. La mémoire peut être une chose trompeuse. » Les autres hochèrent la tête exactement au même instant. Les hochements n'étaient pas accords. Ils étaient confirmation que la ligne avait été choisie et serait maintenue. Cette nuit-là, Duval ordonna une opération de surveillance discrète. Des députés prirent des tours pour observer la maison. Ils furent instruits de ne pas intervenir, de ne pas être vus, seulement d'observer et d'enregistrer. Le 21 septembre, le député Leclerc nota dans son journal « Observez Hans Keller quitter la résidence à 8 traits,
se dirigeant vers le quai des Chartrons. À 8h15, un autre Hans sortit de la même porte marchant vers les quais. Apparence identique, démarche identique, posture identique. À la fin de la semaine, les deux putis avaient enregistré de multiples instances du même phénomène. 2 Keller dans 2 parties différentes de la ville au même moment, parfois même 3. Cela ne pouvait plus être balayé comme une erreur d'identité. La brèche vint quand Duval revint à la maison avec un mandat, poussant Klaus de côté et ordonnant une fouille complète. Dans le bureau, derrière un cabinet verrouillé, il trouva la première preuve tangible que l'omniprésence impossible des Keller n'était pas surnaturelle, mais systématique. Des piles nettes de notes manuscrites reliées en couverture de cuir. Chaque note était un compte rendu compressé d'une conversation ou réunion. Pas seulement les mots prononcés, mais les gestes, le ton, le cadre, l'état émotionnel de l'autre personne. Tout ce qu'un homme pourrait needing pour continuer convaincamment une conversation à laquelle il n'avait jamais assisté. Les 4 frères partageaient ces enregistrements sans relâche. Chaque fois qu'un quittait une réunion, il écrivait le compte-rendu immédiatement et le passait au suivant, assurant que chaque Keller avait la pleine connaissance de toutes les interactions. Pour le monde extérieur, cela créait l'illusion d'un seul homme infatigable, omniscient, qui pouvait être partout à la fois. La discipline était stupéfiante. Pas de fierté, pas d'individualité, pas de glissade dans la continuité. Il s'était effacé en tant qu'individu au service d'une identité unifiée unique, l'entité Keller. Et plus Duval lisait, plus la pièce semblait se refroidir, parce que ces notes ne contenaient pas seulement des affaires. Elles contenaient des vulnérabilités, des noms, des dettes, des aventures, des indiscrétions. Ce n'était pas seulement un réseau, c'était un arsenal. Au moment où le shérif Henri Duval s'assit seul dans son bureau cette nuit-là, la ville dehors n'était que des fenêtres sombres et l'écho des roues de calèche. Les registres du bureau, Keller était empilé sur son bureau comme les côtes d'un animal énorme. Chaque couverture de cuir était usée lisse par une manipulation constante. Chaque page remplie d'une écriture si précise qu'elle aurait pu être gravée. Il ne les toucha pas d'abord. Il fixa juste. Ce n'était pas la quantité d'informations qui le déstabilisait, c'était l'ordre. Des hommes qui tiennent des registres casuels laissent des traces de leurs humeurs, de l'encre tachée d'une main agitée, des marges inégales quand l'esprit vagabonde. Ces pages n'en avaient aucune. Chaque note était exacte. Chaque date en séquence parfaite. Chaque description de chaque personne qu'ils avaient rencontrée à Bordeaux et dans d'autres villes était gravée dans le papier avec un détachement chirurgical. Plus Duval lisait, plus il réalisait que les Keller n'avaient pas improvisé leur vie à Bordeaux. Ils exécutaient un plan. Chaque frère avait une sphère désignée. Les registres de Hans se concentraient sur les banques, les arrangements de crédit et les flux de capitaux. Chaque page cartographiait qui devait quoi, quand les paiements étaient dus, et comment ces obligations pouvaient être utilisées comme levier. Otto traquait l'expédition, les manifestes de fret et les horaires des quais, sachant non seulement quelles marchandises arrivaient, mais quels navires les portaient, quelles gardes pouvaient être soudoyées, et quels entrepôts avaient une sécurité respectable. Les pages de Karl étaient de l'intelligence sociale pure, les confessions tranquilles de marchands ivres au dîner, les ressentiments murmurés des épouses au déjeuner, les petites embarrassantes des juges et des échevins. Le rôle de Lucas était quelque chose de plus sombre. Il coordonnait tout. Ces registres ne stockaient pas seulement l'information, ils la signaient. C'était le premier indice que les Keller n'étaient pas simplement des frères travaillant de concert. Ils fonctionnaient comme un esprit distribué unique. Duval commença à comparer les notes entre les registres. Une entrée dans le livre de Hans s'achevait au milieu d'une phrase, pour être finie mot pour mot dans celui d'Otto, comme si la conversation avait continué sans couture entre eux, sans que l'autre partie ne réalise qu'ils avaient changé d'interlocuteur. Karl reprenait une anecdote personnelle racontée à Otto, l'arrêtait à une cible différente des jours plus tard dans une autre partie de la ville, utilisant le détail comme un hameçon pour établir une intimité fausse. Les entrées de Lucas croisaient tout, notant exactement où déployer un souvenir ou une manière spécifique pour renforcer l'illusion. L'effet était simple mais dévastateur. Peu importe quel Keller vous rencontriez, c'était le même homme que vous aviez vu avant. Il se souvenait de ce que vous aviez dit, de ce qu'il avait dit, et de ce que vous aviez tous deux laissé non dit. Cette sorte de continuité était quelque chose qu'aucun homme normal ne pouvait soutenir à travers des dizaines d'interactions par semaine, sauf s'il ne le faisait pas seul. Duval pensa au rapport du député Leclerc, 2, parfois 3 Keller se déplaçant à travers Bordeaux simultanément. Un marchand pourrait parler à Hans à la banque le matin, pour le voir plus tard cet après-midi au quai, et encore à un dîner cette nuit-là. En vérité, chaque avistage était un frère différent, mais la continuité de connaissances et de manières rendait impossible de les distinguer. Et puis il y avait la signalisation. Le shérif repassa dans son esprit les échanges silencieux qu'il avait vus pendant sa visite. Un tapotement de doigts sur l'accoudoir, une inclinaison de tête, le timing exact d'une toux. C'était un langage de mouvements invisibles, à quiconque ne le cherchait pas.
Les frères pouvaient, avec le plus petit geste, diriger l'un l'autre en conversation, corriger un détail, ou indiquer qu'il était temps de changer de sujet. Ce n'était pas seulement de l'impersonnation, c'était un système. Duval commença à voir ses composants étalés devant lui. Observation, méticuleuse, exhaustive, impitoyable. Chaque conversation disséquée et enregistrée. Transmission, informations passées instantanément par notes, gestes, et probablement mises à jour verbales en privé. Répétition, la pratique incessante d'accorder ton, posture et même souffle si parfaitement qu'aucune couture ne montre quand on switch de rôle. Déploiement, frères positionnés stratégiquement autour de la ville, créant l'illusion d'omniprésence. Mais c'étaient les entrées de Lucas qui glaçaient Duval le plus. Sa section du registre n'était pas seulement intelligence, c'était stratégie. Ici, les données étaient de remodeler en listes titrées acquisitions et leviers. Sous chaque nom, une courte description létale. Colonel L, combinaison du coffre-lettres heureux Paris Venture. Madame H, dette de jeu du mari assurée discrétion en remboursement. Juge R, réunions illicites observées 2 fois. Calèche non marquée. Il devint clair que les Keller ne rassemblaient pas seulement de l'information pour gagner en affaires. Ils curatèrent des faiblesses. Ils bâtissaient un arsenal de points de pression qui pouvaient être utilisés pour forcer des décisions, extraire des faveurs ou démanteler un adversaire entièrement. Certaines entrées étaient marquées de dates dans un futur proche, réunions non encore tenues, opportunités non encore prises. D'autres marquées d'une simple coche, dont la signification devint évidente après croisement avec les ragots de la ville. Ces coches signifiant que l'opportunité avait été utilisée, un pot de vin accepté, un contrat altéré, un envoi détourné. Le shérif s'adossa au bureau. Ses instincts lui dirent la vérité. Il ne gérait pas seulement une famille criminelle, il regardait un prototype. Si cette méthode marchait à Bordeaux, elle pouvait marcher à Marseille, Lyon, Paris, n'importe quelle ville, où l'argent et la fierté aveuglent les gens à la possibilité qu'ils parlent à 4 corps, portant une âme unique. Les Keller pouvaient s'insérer dans n'importe quelle économie, n'importe quelle société, et en moi posséder ces veines. L'horreur plus profonde était que personne ne leur avait encore résisté. En lisant les registres, Duval réalisa que leur génie n'était pas dans le vol mais dans le consentement qu'ils ingéniaient. Leur cible voulait leur parler, voulait leur faire confiance, voulait être souvenu par eux. C'était une séduction de reconnaissance. De sentir que quelqu'un vous connaissait si précisément que vous questionnez serait comme vous trahir vous-même. Et une fois cette reconnaissance prise, les Keller pouvaient en prendre ce qu'ils voulaient. À l'aube, Duval avait pris sa décision. La ville ne survivrait pas à une enquête lente. Ils devraient forcer leurs mains, les faire agir si vite et si audacieusement qu'ils exposeraient tout le système au grand jour. Ils les appâteraient avec une cible irrésistible, une si tentante que les 4 frères devraient être déployés à la fois. Le shérif Henri Duval connaissait une vérité mieux que tout autre. Les prédateurs ne gaspillant pas d'énergie sauf si la proie vaut la chasse. Les Keller n'étaient pas des pickpockets arrachant des montres au marché. Ils étaient des architectes de contrôle. S'ils voulaient les forcer à une erreur, ils devraient leur offrir une structure si précieuse, si mûre pour démantèlement qu'ils ne pourraient résister à essayer de la prendre à part. L'idée se forma dans les heures juste avant l'aube, ces heures où la ville est si tranquille que vous entendez vos propres pensées taper les unes contre les autres. Ils créeraient un fantôme, pas une personne, mais l'image une famille visiteuse aisée avec des valuables pour tenter les voleurs, de l'influence pour tenter les maîtres chanteurs, et assez de négligence dans leur sécurité pour rendre le risque valable. L'appât ne serait pas maladroit. Il serait murmuré aux bonnes oreilles, dans les bons bistrots, le long des bons quais, si bien que quand l'histoire atteindrait les Keller, elle arriverait lustrée et polie comme un leurre dans l'eau. Duval commença par un nom, la famille Rousseau. Fraîchement arrivée de Paris, rougissante de profits vinicoles et rumorée de séjourner plusieurs semaines dans une demeure stately, au bord de la place Paperland. La maison était réelle mais la famille fictive. Le shérif arrangea que la propriété soit prêtée à cette famille, inventée par un marchand amical qui lui devait une faveur. À la fin de la semaine, les pièces avaient été mises en scène. Meubles fins empruntés aux parents du marchand, argenterie étalée sur les tables de salle à manger, vitrines verrouillées scintillant de bijoux de verre qui paraissaient authentiques à la lumière des lampes. Puis vint le personnel. Des deputies habillés en serviteurs de maison bougeaient dedans et dehors, avec une négligence délibérée. Ils laissaient des fenêtres mi-closes, des rideaux partiellement tirés, des voix portant juste assez dans la rue pour que le bon genre d'auditeur overhear des phrases comme « Monsieur Rousseau ne croit pas ». Fin garde tout dans le coffre du bureau du haut, où ils seront absents pour le dîner demain, toute la maison vide, mais le valet. Duval n'avait pas besoin d'envoyer ses murmures directement au Keller. Il savait mieux. L'information à Bordeaux coulait comme l'eau en downhill. Elle trouvait toujours le point le plus bas, le plus curieux. Et dans une ville où les dockers, porteurs et garçons des randes nourrissaient déjà des scraps d'intelligence à la machine Keller, ils pouvaient être certains que l'appât serait dans leur bouche en un jour. La seconde partie du plan était le positionnement. La nuit du dîner,
Des deux petits seraient stationnés en 4 parties séparées de la ville, près de la maison Rousseau, au quai, à la gare, et dans un bistrot animé favori des marchands parisiens. Chaque équipe surveillerait une chose seulement. Hans Keller ou Otto ou Karl ou Lucas. La vérité était que ça n'importait pas lequel. S'il repérait plus d'un Hans au même moment, l'illusion se briserait sous le poids de trop d'yeux. Au matin de l'événement mis en scène, Duval sentit la tension dans l'air comme la lourdeur avant un orage d'été. Les Keller ne l'avaient pas confronté directement depuis le dernier mandat, mais il les avait vus toujours par paire, jamais tous les 4 ensemble, et toujours avec ce regard calme, illisible qui semblait dire « Nous sommes déjà devant vous ». Le premier avistage vint à 19h52, alors que le crépuscule se pliait sur la ville. Le député Leclerc, stationné en face de la maison Rousseau, vit Hans, costume sombre, bord du chapeau bas, s'arrêter sous une lampe de rue pour étudier le bâtiment. Il alluma une cigarette, tira 2 fois, et la jeta avant de marcher vers la ruelle latérale. Leclerc resta immobile, le regardant disparaître dans les ombres. 8 minutes plus tard à la gare, le député Martin vit le même Hans, identique en chaque détail, parlant au guichetier sur l'horaire de nuit pour Paris. L'Allemand se pencha proche, sa main reposant légèrement sur le comptoir, sa voix trop basse pour être captée. Martin nota l'heure, son stylo pressant assez fort pour marquer le papier. Au quai, un autre député repéra Hans parlant à un capitaine de navire, gesticulant vers l'eau comme discutant un passage. Le capitaine dit plus tard à Duval que l'Allemand avait demandé si son vaisseau ferait une course non programmée au sud la semaine suivante. Et enfin à 20h17 dans le bistrot près du quartier parisien, le député blanc observa Hans à nouveau riant, avec 2 associés criminels connus. Le rire trop soudain, trop pratiqué. 4 hommes, 4 localisations, 15 minutes. La machine était en marche. Duval n'avait pas besoin de voir l'intérieur de la maison Rousseau pour savoir ce qui se passerait ensuite. Un Keller agirait comme observateur, se déplaçant dans le quartier pour noter quelles portes étaient verrouillées, quelles fenêtres allumées, quel coin de rue tranquille. Un autre se positionnerait au quai ou à la gare pour la fuite. Un troisième gérerait l'infiltration, probablement se faisant passer pour un invité ou un messager pour passer la porte d'entrée, et le quatrième coordonnerait, agissant comme le nerf central, recevant les mises à jour et shiftant les autres comme des pièces sur un échiquier. À 21h03, Leclerc envoya le signal. Hans, où quelques Keller portaient son visage, avait été vu glissant vers l'arrière de la propriété Rousseau. 2 minutes plus tard, une des lumières du haut clignota et s'éteignit. Duval serra sa prise sur le revolver à son côté. Il n'avait pas l'intention de l'utiliser, pas sauf si les frères le rendèrent nécessaire, mais c'était l'unique encre qu'il avait dans cette nuit-là. Ici, les frontières de la réalité étaient testées. Ce qui le frappa le plus fut le calme. Pas de cris, pas de verres brisés. Les Keller bougeaient comme des hommes qui avaient répété le bâtiment pendant des semaines, peut-être même avant que l'appât ne soit posé. Chaque pas qu'ils prenaient était une confirmation de ce qu'ils craignaient. Ils ne répondirent pas seulement à l'opportunité, ils l'anticipaient, la cartographiaient, et y entraient comme si elle leur avait toujours appartenu. À 21h27, les deux petits se refermèrent. Duval leur avait ordonné de ne pas arrêter encore, seulement de confirmer ce qu'ils voyaient. Mais alors qu'ils se tenaient dans les ombres en face de la place, il compta les sorties. 3 hommes séparés en costume sombre émergèrent de 3 points séparés autour de la propriété, chacun tipant son chapeau poliment aux passants, chacun se dirigeant dans une direction différente. Pour quiconque d'autre, ils étaient des étrangers. Pour Duval, ils étaient des parties du même animal retournant à son terrier. L'appât avait été pris, mais le piège n'avait pas encore claqué. Cela viendrait plus tard quand les preuves ne seraient plus seulement témoignages et soupçons, mais quelque chose de assez dur pour briser l'illusion. Alors que les Keller disparaissaient dans la nuit, Duval savait que c'était sa seule chance de les finir avant qu'ils ne passent à une autre ville et ne disparaissent pour toujours. Au matin, la chaleur de Bordeaux était revenue, collant à la ville comme une seconde peau. Mais le poids que portait le shérif Henri Duval ce jour-là n'avait rien à voir avec la météo. L'opération Rousseau lui avait donné ce qu'il fallait. Pas une preuve pour agiter en cours, mais une preuve dans l'esprit. Le genre qui réarrange la certitude d'un homme. 4 hommes portant un visage unique s'étaient déplacés comme de l'horlogerie à travers sa ville. Chacun performe une tâche différente dans la même heure, chacun agissant avec la confiance de quelqu'un qui sait qu'il n'y aura pas de conséquences. Mais Duval comprenait quelque chose sur les prédateurs. Ils deviennent audacieux quand leur chasse passe sans défi. Les Keller avaient trop facilement mangé à Bordeaux, leurs mouvements trop lisses, leurs tromperies trop propres. Ils devraient perturber le rythme, les forcer à des erreurs, arracher les engrenages de la machine qu'ils avaient bâtie. Et pour cela, ils devraient démanteler non les frères eux-mêmes, mais le réseau qui les rendait omnipotents. Les Keller ne conjuraient pas leur information de l'air. Ils s'appuyaient sur un treillis d'informateurs, dockers, garçons de boutique, clercs, serviteurs payés en pièces, faveurs et promesses. Si ce réseau pouvait être empoisonné,
la continuité parfaite des frères se fracturerait. Duval commença tranquillement, utilisant des deux petits qui pouvaient se déplacer inaperçus à travers les quartiers ouvriers de Bordeaux. Ils identifièrent les points de contact probables, des endroits où les murmures pouvaient être échangés contre paiement sans attirer le soupçon. Un bistrot au bord des quais où Otto était connu pour partager des nouvelles avec des marins, une écurie où un palefrenier avait soudainement commencé à porter de meilleures bottes, un clerc de banque dont la sœur avait reçu une enveloppe inattendue d'argent. La stratégie de Duval n'était pas d'arrêter ces gens, mais de les nourrir. Il commença à semer de fausses intelligences dans les mêmes canaux que les Keller faisaient confiance. Des manifestes d'expédition altérés, des registres bancaires subtilement forgés, des invitations sociales fabriquées et placées dans les mains de serviteurs bavards. Chaque mensonge était crafted pour être croyable, plausible assez pour être passé sans question, mais tordu juste assez pour être inutile ou dangereux pour qui agissait dessus. Il ne fallut pas longtemps pour que les effets montrent. En une semaine, un Keller apparut au quai pour accueillir un envoi précieux qui n'arriva jamais. Un autre fut repéré entrant dans la maison d'un marchand pour un dîner qui n'existait pas, se tenant maladroitement à la porte, tandis que le propriétaire déconcerté niait le connaître. Ce n'étaient pas des échecs catastrophiques, mais des brèches dans l'illusion. Pour le monde extérieur, les Keller paraissaient encore composés, mais Duval savait que dans la machine, ils étaient forcés de recalibrer. Il poussa plus fort. Des deux petits shadowaient les mouvements des frères par paire, assurant qu'aucun Keller ne pouvait apparaître sans un 7 entraîné marquant l'heure et le lieu. Quand un entrait à la bourse du vin, un autre serait enregistré entrant dans un bureau maritime de l'autre côté de la ville, au même moment. Ces avistages étaient discrètement collectés en une timeline, un document qui serait éventuellement impossible à ignorer. Mais la partie la plus dangereuse du plan de Duval était encore devant. Ils devraient frapper non seulement à leur mouvement, mais à leur unité. La force des Keller venait de leur partage flawless d'informations, perturber ce flux, et les 4 corps commenceraient à agir comme des individus à nouveau, des hommes qui pouvaient être acculés, contredits et brisés. Pour cela, il créa des réalités divergentes. Il envoya par informateur planté que le coffre d'un certain marchand contenait des lettres incriminantes. Un Keller, Otto, reçut le type. Un Keller différent, Karl, fut séparément dit que le coffre contenait une fortune en cash. Tous deux agirent sur leur intelligence respective en heure l'un de l'autre. Quand ils se réuniraient, probablement s'attendant à ce que leurs histoires s'alignent, ils trouveraient seulement contradictions, et les contradictions étaient du poison pour la méthode Keller. La machine requérait que chaque homme sache précisément ce que chaque autre avait fait. Un détail faux pouvait défaire la continuité devant un outsider. C'est pendant cette étape du plan que Duval reçut sa première reconnaissance ouverte d'eux. Une enveloppe scellée arriva au bureau du shérif sans adresse de retour, sans écriture à l'extérieur. Dedans une seule carte à jouer, le roi de pique, et en script allemand net et délibéré 4 mots. Sie spielen gefährlich, Sheriff. Vous jouez dangereusement, shérif. Il ne sourit pas en la lisant. Ce n'était pas une menace, c'était une déclaration d'engagement. Il savait qu'il était sur l'échiquier. Maintenant, la question était s'il verrait de son prochain mouvement avant qu'il ne le fasse. La pièce finale de sa stratégie était simple en concept, létale en exécution. Il forcerait tous les 4 Keller au même endroit au même moment sous des circonstances qu'il ne pourrait contrôler. Et pour cela, il devrait leur offrir une opportunité si précise, si lucrative qu'elle exigerait la présence pleine de l'entité. Ce serait une vente aux enchères privées, une seule nuit de vente de contrebande saisie d'un contrebandier, artefacts rares, gemmes non taillées, correspondance militaire trop sensible pour des mains publiques. La liste des invités serait petite mais puissante, chaque attendit handpicked pour tenter l'appétit des Keller pour le levier. Et juste comme avec l'opération Rousseau, chaque détail de cette enchère serait porté à travers les canaux mêmes que les frères faisaient le plus confiance. Cette fois, cependant, les deux petits ne surveilleraient pas seulement. Ils attendraient avec des affidavits sous serment prêts à signer, avec des témoins préparés à témoigner. Avec chaque entrée et sortie du bâtiment couverte, Duval les attraperait en train d'être plus que 4 hommes. Il exposerait la machine au vu complet de l'élite de Bordeaux, brisant l'illusion non en murmure, mais en un seul coup public. Mais alors que la date approchait, il se trouva à poser une question qui le glaça plus que n'importe quel de leurs schémas. Si les Keller pouvaient anticiper chaque mouvement avant qu'il n'arrive, et si déjà ils savaient exactement quel piège ils bâtissaient. La nuit de l'enchère arriva comme un orage promis depuis des semaines, trop lourd dans l'air pour l'ignorer, trop lent dans son approche pour se sentir en sécurité. Le shérif Henri Duval avait choisi le lieu avec soin. Le étage supérieur d'un entrepôt sur les quais, extérieurement banal mais dedans transformé en une chambre dîme et laviche de rideaux de velours rouge et table de chêne poli. Les fenêtres avaient été fermées serrées.
des lampes à huile, pendaient de crochets de laiton jetant des poules de lumière ambrée sur le contenu de la pièce, vitrine verrouillée contenant de la contrebande qui luisait comme un trésor dans la demi-obscurité. Chaque pouce en était à pas. Les artefacts, vieux insignes militaires, ivoire sculpté, paquets de lettres confidentielles liées de rubans, éteints pour le show, items empruntés de la salle d'épreuve, ou fabriqués entièrement. Les gemmes non taillées étaient du verre, taillées à la main pour tromper tout sauf l'œil d'un expert. Chaque display était arrangé pour suggérer à la fois richesse et faiblesse, assez pour tenter, mais portable assez pour disparaître. La liste des invités était le chef-d'œuvre de Duval. Chaque homme et femme en attendance cette nuit était soit un pilier de la société de Bordeaux, soit quelqu'un que les Keller avaient déjà montré de l'intérêt pour. Marchands au compte chancelant, juges vus trop souvent en mauvaise compagnie, facteurs de vin dont les dealings avec Paris ou Marseille pourraient ne pas résister à l'examen. Chacun avait reçu une invitation à travers des canaux connus pour être poreux, une invitation garantie de passer sous les yeux Keller avant la nuit. À 19 ans, la pièce était prête. Des deputies habillés en serveurs et attendants bougeaient à travers la foule avec des plateaux de champagne, yeux scannant constamment. Dehors, des hommes en civil étaient stationnés à chaque ruelle, escalier et approche de calèche. Duval lui-même se tenait au bord de la pièce dans l'ombre entre deux rideaux, bord du chapeau bas, et son revolver caché sous son manteau. Son but ce soir n'était pas d'arrêter, c'était d'exposer. À 19h26, le premier Keller arriva. Hans, si le nom signifiait encore quelque chose, franchit la porte avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Il portait le même costume sombre, la même chaîne de montre d'or, le même nœud précis dans sa cravate. Il bougeait avec la confiance aisée d'un homme entrant dans une pièce qu'il possédait déjà, serrant des mains d'homme qu'il se souvenait de conversations qu'il n'avait jamais eues. À 19h34, Otto entra. Pour la plupart des invités, c'était le même homme revenant d'une brève absence. Mais les députés de Duval, stationnés pour observer chaque détail, marquèrent les différences subtiles, le poids de son regard, la façon dont sa main gauche s'attarda sur le bord d'une vitrine avant de bouger. À 19h41, Karl arriva, riant doucement à une blague qu'un marchand avait contée, une blague que Hans avait été dit dans un coin différent de la pièce moins de 10 minutes plus tôt. Et enfin, à 19h48, Lucas apparut, entrant de l'escalier opposé, saluant deux juges, comme de vieux acquaintances. 4 entrées, 4 corps, un homme aux yeux de presque tous les présents. La machine était en marche. Ils se répandirent à travers la pièce comme une marée qui ne brise jamais, chacun bougeant indépendamment, mais toujours dans le vu des autres. Quand Hans se pencha proche pour parler à un marchand, Otto était déjà en train d'angler vers le même homme du côté loin de la pièce, prêt à reprendre quel fil avait été laissé. Karl s'attarda près des artefacts, faisant des observations casuales sur leur origine, observations plus tard écho mot pour mot par Lucas à un groupe différent. Duval connaissait leur pattern maintenant. Un rassemblait l'intérêt de la cible, un autre le approfondissait, le troisième introduisait un sens d'urgence, le quatrième fermait la porte. En l'espace d'une heure, il pouvait prendre un homme d'une conversation polie à une poignée de main sur un deal qu'il ne comprenait pas et ne pouvait pas se rétracter. Ce soir, cependant, ils n'étaient pas là pour faire des deals. Ils étaient là pour caser la pièce. À 20h12, un député posant en serviteur rapporta voir la main de Hans s'attarder trop longtemps sur la serrure d'une vitrine. À 20h19, Otto trébucha accidentellement derrière la table où le ledger des invités était ouvert, ses yeux scannant les noms. Karl engagea l'enchérisseur dans une discussion sur les heures de fermeture, sa voix légère, mais son regard toujours glissant vers l'escalier loin. Lucas bougeait lentement, parlant moins que les autres, son attention balayant les coins de la pièce en un arc lent et délibéré. Le plan de Duval dépendait d'une chose, le timing. Il avait besoin de témoins pour voir l'impossible, pas seulement en entendre parler plus tard. Il avait arrangé une vue privée dans la pièce du fond à exactement 20h30, invitant plusieurs invités clés à inspecter un set particulièrement sensible de lettres. Au même moment, il avait instruit 2 députés d'engager Hans en conversation dans la pièce avant. Si tout allait selon le plan, Hans serait enregistré présent dans les 2 pièces au même moment, vu par trop d'yeux réputés pour être balayé. L'illusion entière de singularité des frères s'effondrerait en public. À 20h29, le signal vint, la porte de la pièce du fond s'ouvrit et Otto, paraissant exactement comme Hans à l'œil non entraîné, entra avec un hochement poli. Alors que l'enchérisseur commençait sa présentation, Otto se pencha pour examiner les lettres. Dans la pièce avant, Hans riait avec un banquier, une main reposant légèrement sur l'épaule de l'homme. 2 députés se tenaient près, notant l'heure. Et puis quelque chose se passa que Duval n'avait pas planifié. Lucas s'avança au centre de la pièce, leva un verre et appela au silence. Le shift fut immédiat. Les conversations s'arrêtèrent, les têtes se tournèrent. « Mes amis, » commença Lucas, « nous sommes honorés d'être parmi vous ce soir. De telles opportunités rares méritent une compagnie rare. » C'était un toast, mais les mots étaient un signal.
Duval le sut dans ses os. Dans la pièce du fond, Otto se redressa brusquement et s'excusa. Dans la pièce avant, Anne se finit son rire et commença à dériver vers la porte latérale. Karl était déjà à l'escalier. Le verre de Lucas resta levé jusqu'à ce que les autres soient en mouvement. Puis il sourit, le vida et le posa. Au moment où Duval poussa à travers la foule, les frères étaient repartis, disparus dans le réseau de ruelles et routes de calèches au-delà du bâtiment. Pas un seul député ne les avait vus partir. Le piège avait échoué, ou pire, avait été tourné. Et alors que Duval se tenait dans la pièce se vidant, la vérité s'installa comme une maladie lente. Les Keller avaient su pour l'enchère du moment où ils l'avaient conçu. L'appât avait été inspecté, les sorties cartographiées, le timing étudié. Ils avaient été là ce soir non pour être attrapés, mais pour le regarder essayer. Quelque part dans le noir, 4 hommes au même visage planifiaient déjà leur prochain mouvement, et la ville était encore la leur. Le matin après l'enchère ratée, le shérif Henri Duval s'assit à son bureau avec les stores tirés et l'air épais d'un cigare intact fumant dans le cendrier. Dehors, la ville s'agitait comme toujours. Chevaux sur pavés, marchands ouvrant volets, le faible bourdonnement du front de rivière. Mais pour Duval, tout semblait mis en scène, comme si la ville elle-même avait été tirée des registres Keller. Ils l'avaient battue, pas au grand jour, pas par force, mais par anticipation. Ils avaient été dans son plan du moment où il était né. Cela signifiait une de 2 choses. Soit ses propres hommes étaient un compromis, soit les Keller avaient leur crochet plus profondément dans l'infrastructure de Bordeaux qu'ils n'avaient jamais imaginé. Il étala les rapports de la nuit précédente sur le bureau, les lisant ligne par ligne. 4 députés différents jurèrent avoir vu Hans à différents moments pendant l'enchère. Mais il n'y avait rien qui pourrait survivre à la cour. Pas de preuves physiques, pas de chaîne claire d'identification qui ne plierait pas sous contre-interrogatoire. Les Keller s'en étaient assurés. Il lui avait donné juste assez pour croire qu'il pourrait les avoir, et puis glisser, le laissant expliquer une absence qui sonnait comme de l'incompétence. Duval savait que c'était le moment où la plupart des hommes de loi échouaient. Quand l'adversaire contrôlait le rythme et l'information, vous commenciez à vous convaincre que l'attente était sagesse. Attendre le bon moment, attendre qu'il glisse. Mais les Keller ne glissaient pas. C'était leur art entier. Ils bougeaient à travers la ville sans laisser rien sur quoi trébucher. S'ils restaient dans le jeu par leurs règles, ils perdraient. Donc, il décida de changer les règles. Le premier mouvement fut de briser l'invisibilité des Keller, non en les attrapant en flagrant délit, mais en les rendant visibles de mauvaise façon. Les frères prospéraient en étant le confident de tout le monde, le partenaire d'affaires non menaçant de tout le monde. Cela ne marchait que si le public les voyait comme réputables. Donc Duval commença à liguer des histoires, pas d'accusations folles. Celles pouvaient être balayées, mais des doutes subtils, corrosifs. Un banquier de confiance murmura à un facteur de vin que Hans avait été vu en compagnie de criminels connus. L'épouse d'un marchand chuchota à un déjeuner que l'intérêt d'Otto pour les affaires de son mari avait semblé trop personnel. Un clerc à la cour laissa accidentellement un fichier ouvert sur son bureau contenant une note sur la présence de Karl, près d'un vol inexpliqué. Les Keller, Duval le savait, pouvaient contrôler la perception quand ils étaient les seuls à la façonner. Mais si les doutes se répandaient plus vite qu'ils ne pouvaient les contrer, les frères devraient dépenser temps et énergie juste pour maintenir leur standing. Pendant ce temps, Duval lança ce qu'il appelait des patrouilles fantômes. Des députés shadowaient chaque Keller, non pour les suivre au sens traditionnel, mais pour apparaître dans leur vision périphérique à des temps et lieux imprévisibles. Si Otto quittait les quais, un député se tiendrait en face de la rue de sa prochaine destination. Si Karl entrait à la bourse, un uniforme passerait casual à travers le hall moment plus tard. Ce n'était pas de la surveillance, c'était de l'intrusion, un rappel constant que quelqu'un regardait, perturbant le flux lisse de leur opération. Le vrai coup, cependant, viendrait de l'intérieur de leur réseau. Pendant des semaines, Duval avait tourné de petites pièces du web Keller contre eux, nourrissant de mauvaises intelligences à leurs informateurs, plantant de fausses opportunités, créant de la friction entre leurs sources. Maintenant, il choisit sa cible, un jeune clerc nommé Étienne Roux, qui travaillait dans un bureau d'expédition et avait discrètement fourni à Otto des horaires de fret. Roux était brillant, ambitieux et surtout rancunier. Il avait été bien payé par les Keller, mais jamais trusted avec plus que des scraps. Duval l'approcha avec une offre, le double de ce que les Keller payaient en échange pour une chose seulement, mentir. Roux accepta. Son premier faux rapport fut simple. Un navire du quai à minuit, portant une cargaison de tabac de contrebande stocké non sécurisé dans un entrepôt près du waterfront. Le shérif Henri Duval comprenait que la seule façon de briser l'illusion Keller était de mettre tous les 4 frères dans la même pièce au même moment, sous des circonstances qu'ils ne pourraient contrôler avec assez de témoins présents, pour que le moment ne puisse jamais être enterré. C'était le plan le plus dangereux qu'il ait jamais conçu, et il requérait qu'ils marchent directement dans leur portée. L'idée venait d'une vérité simple qu'il avait apprise en les regardant travailler. Les Keller prospéraient dans des espaces fluides, quais, marchés, enchères,
salon de bal, n'importe où le mouvement et la conversation pouvaient brouiller les bords de la mémoire d'un homme. En mouvement, ils étaient parfaits. Mais dans un espace fixe encore, l'illusion pouvait devenir un piège. S'ils étaient assis, entourés, incapables de manœuvrer, il n'y aurait pas de place pour qu'un homme disparaisse tandis qu'un autre prenne sa place. Le truc serait de les y amener sans tiper sa main. Il commença par de l'appât. Cette fois pas un faux envoi ou famille inventée, mais quelque chose que les Keller ne pourraient résister. Une médiation privée entre deux des marchands les plus puissants de Bordeaux. Les deux hommes étaient connus pour être férocement compétitifs et gardèrent leur réputation aussi soigneusement que leur fortune. Le dispute concernait une supposée brèche de contrat impliquant des biens destinés à l'Europe, et Duval s'assura que le cas avait juste assez de vérité pour être plausible. À travers des murmures placés avec soin dans les bons couloirs, les Keller entendirent que les deux marchands avaient accepté de se rencontrer dans un lieu neutre pour régler l'affaire tranquillement sans impliquer les cours. Le règlement inclurait le transfert d'actifs précieux, documents, obligations, et peut-être même de l'or là même dans la pièce de réunion. Le lieu que Duval choisit était délibéré, une chambre louée au second étage au-dessus d'une quincaillerie avec un seul escalier montant et une unique fenêtre face à la rue. Dedans, la pièce était banale. 2 tables, plusieurs chaises, un bol, un ledger, une lampe à huile. Mais chaque coin, chaque ombre était déjà occupée par des hommes en qui Duval faisait confiance de sa vie. Des deputies en civil positionnés pour apparaître comme des clercs indifférents ou des badauds, mais prêts à bloquer la sortie à un moment's notice. Les marchands eux-mêmes faisaient partie du plan. Ils avaient accepté de jouer leur rôle pour le bien de la ville. Leur tâche était simple, garder les Keller en train de parler, poser des questions, exiger des clarifications, les forcer à parler assez longtemps pour que la pièce puisse les observer ensemble sans interruption. Duval garda son propre rôle tranquille jusqu'au dernier moment possible. Le matin de la réunion, il envoya une vague finale de détails leakés assurant que les Keller savaient l'heure, le lieu et les enjeux supposés. Il n'avait pas besoin de l'envoyer directement à eux, juste à un de leurs informateurs Dockside, un homme qu'il savait qui courait l'histoire droite à Otto. Le jour du piège, la ville semblait unnaturally still. L'air de septembre pesait lourd avec l'odeur de la rivière, et même les mouettes semblaient plus calmes, comme sentant que quelque chose allait casser. Duval prit sa place dans la pièce du haut à précisément 11h ans, vérifiant l'escalier à travers une étroite fente dans la porte. À 11h14, le premier Keller apparut. Hans, son costume sombre et immaculé, bord du chapeau ombrageant ses yeux pâles. Il salua les marchands chaleureusement, serra leurs mains et commença une conversation polie mais probing sur la nature de leur dispute. À 11h19, Otto arriva. À l'œil non entraîné, c'était simplement Hans revenant de la rue en bas après avoir fetché quelque chose d'une calèche, mais les deputies notèrent les petites différences, la façon dont les doigts d'Otto tambourinaient légèrement sur la table, quand il ne parlait pas, le cadence fractionnellement plus rapide dans ses phrases. À 11h23, Karl entra portant une feuille pliée qu'il prétendit être un extrait de registre relevant au cas. La pâte était meant to be irrésistible. Duval positionna des hommes dans la zone, mais pas dans l'entrepôt lui-même. Si les Keller le prenaient, il ne voulait pas se battre. Il voulait regarder. À 23h42, 2 figures sombres apparurent dans les ombres par l'entrepôt, bougeant avec l'efficacité tranquille d'hommes qui savaient exactement où ils allaient. Un gardait watch à l'embouchure de la ruelle. L'autre glissa dedans. Duval, caché dans l'ombre d'une arche de briques, reconnut la démarche. Hans ou Otto, ça n'importait pas lequel. 5 minutes plus tard, ils émergèrent les mains vides. L'envoi n'était que des caisses remplies de sable et d'outils cassés. Duval s'attendait à ce qu'ils disparaissent dans la nuit, mais au lieu ils s'attardèrent, scannant la rue comme cherchant la fuite. Ça avait marché. Ils savaient que quelqu'un leur nourrissait de mauvaises informations. Et pire, ils ne savaient pas qui. La nuit suivante, un autre faux lead fut planté. Cette fois sur un set de documents légaux supposés transférés entre 2 bureaux de marchands. Une fois de plus, les Keller agirent, et une fois de plus, ils ne trouvèrent rien. Le rythme de leur opération commençait à se fracturer, mais Duval savait aussi que la pression rendait les hommes dangereux plus dangereux. Les Keller ne reculeraient pas tranquillement. Ils frapperaient en retour, et quand ils le feraient, ce serait personnel. La représaille vint 3 nuits plus tard. Duval revint à son bureau pour trouver la porte entr'ouverte, la serrure intacte. Dedans, la pièce était immaculée, sauf pour un item unique sur son bureau, un des registres reliés de cuir Keller. Pas un faux, pas une copie, un des leurs. Il était ouvert à une page marquée en encre rouge. L'entrée était courte. Duval, vulnérabilité limitée, mais levier possible à travers famille. Observer mouvement du ménage de la sœur. Il n'avait pas de sœur. La page était un mensonge, mais elle n'était pas meant to be factuelle. Elle était meant to remind qu'il pouvait entrer dans son espace, toucher ses choses, et apprendre même sans être vu. C'était un message. Vous pouvez nous atteindre, shérif, mais nous pouvons vous atteindre aussi. Il ferma le registre lentement. Il pensait que l'intimidation le rendrait prudent. Au lieu, cela lui dit qu'il réagissait maintenant,
et quand les prédateurs réagissent, ils saignent des ouvertures. L'étape suivante serait la plus risquée encore. Les appâter dans une confrontation directe face à face, où la performance d'être un homme ne pouvait être soutenue. Ça requérait de la précision, du contrôle, et le nerf de tenir son sol quand la machine tournerait ses 4 visages vers lui à la fois. Le moment arrivait, il pouvait le sentir. Il l'attendit à un des marchands, qui prétendit l'étudier intensément. Et enfin, à 11h27, Lucas entra dans la pièce. Il était calme, composé et souriant, mais ses yeux prirent la scène en un seul sweep, s'attardant sur les positions des hommes près de la porte, la fenêtre fermée, la lampe à huile brûlant bas. Pendant un long moment, il y eut silence. 4 hommes au même visage, la même posture, le même regard sans cligner, se tenant dans une pièce trop petite pour les laisser disparaître. « Messieurs », dit Duval tranquillement, s'avançant du coin. « Il est temps que nous parlions tous en même temps, ne pensez-vous pas ?» Les Keller se tournèrent vers lui ensemble, et pour la première fois il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu chez eux avant. Le plus faible flicker de calcul, trop rapide pour être appelé hésitation, mais assez pour confirmer qu'il savait que le jeu avait shifté. Les marchands commencèrent à poser des questions sur les détails du dispute, sur date et réunion, et promesses supposées faites. Duval observa de près. Au début, les frères le gérèrent flawlessly, leurs réponses s'alignant, leur voix lisse. Mais alors que les questions s'en mêlaient, alors que les timelines commençaient à chevaucher et contredire, il vit les bords s'effilocher. Otto glissa un regard à Hans une fraction trop longue avant de répondre. Karl shift son poids quand pressé sur un détail qu'Otto avait juste mal dit. Le sourire de Lucas se resserra quand un marchand lui demanda de répéter une phrase qu'il avait supposément utilisée 2 jours plus tôt. Les 2 petits le virent aussi. Petite, presque invisible rupture dans la continuité parfaite. L'illusion se pliait sous le poids de trop d'yeux, trop de stillness. Duval savait qu'il devait pousser maintenant avant qu'ils ne trouvent un moyen de tourner ça. Il plongea la main dans son manteau, tira un de leurs propres registres et le lâcha sur la table. Les yeux des frères se déplacèrent vers lui en parfait unison. « Ceci, dit Duval sa voix basse mais portant, était dans mon bureau il y a 3 nuits. Lequel de vous l'a mis là ?» La question était simple, mais c'était le genre qu'il ne pouvait répondre sans révéler la machinerie. Si un le réclamait, les autres devraient expliquer pourquoi ils n'avaient pas vu ça pris. Si aucun ne le réclamait, ils devraient expliquer comment ça était apparu du tout. Pour la première fois, ils ne répondirent pas ensemble. Les pauses étaient petites, mais dans une pièce entraînée à voir les coutures, c'était une déchirure. Les Keller ne fuirent pas encore, mais Duval pouvait le sentir dans l'air. La machine shift recalculait, cherchait la sortie. Il les avait au grand jour, mais les tenir ici, ça serait la vraie bataille. La pièce avait grandi unnaturally still, le genre de stillness qui vient quand un prédateur arrête de circler et décide s'il frappe. 4 hommes, 4 visages identiques, 4 paires d'yeux pâles fixés sur Henri Duval alors que le registre reposait entre eux comme un morceau d'ordonnance vivante. Il pouvait presque sentir la pièce respirer en unison avec eux. Les marchands, jouant leur partie comme decoy, regardèrent d'un Keller à l'autre, confusion s'infiltrant dans leurs expressions. C'était bon. La confusion signifiait qu'ils voyaient maintenant, notant la symétrie unnaturale qui avait été invisible. Les 2 petits stationnés le long des murs shiftent légèrement, leurs mains proches de leur manteau, l'air bourdonnant de la tension d'un arc bandé. « Donc, dit Duval gardant sa voix level, lequel de vous l'a placé dans mon bureau ?» Silence. Les doigts d'Otto tapotèrent une fois contre la table. Hans cligna lentement des yeux. Karl s'adossa, inclinant la tête, observant Duval comme mesurant l'espace entre eux. Le sourire de Lucas était poli, presque cordial, mais il n'atteignait pas ses yeux. C'était un sourire utilisé pour acheter des secondes. Puis Otto parla. « Shérif, peut-être que la question n'est pas qui l'a placé là, mais pourquoi vous croyez que nous l'avons fait ?» Les mots étaient lisses, répétés, conçus pour tirer la conversation hors du piège. « Parce que je l'ai lu, » dit Duval se penchant en avant. « Et c'est le vôtre. » Même écriture que les autres que j'ai trouvées dans votre bureau, même système d'indexation et surtout, il tapa la page, la même obsession pour les faiblesses des autres. Il le vit alors, le flicker d'un regard entre Hans et Lucas, la plus petite brèche dans la performance. Dans une pièce comme celle-ci, même un flicker était une confession. Un des marchands prit l'appât que Duval avait planté. « Qu'entend-il par votre bureau ? Vous avez été dans le bureau du shérif. » Karl sourit faiblement. « Messieurs, je crois qu'il y a eu un malentendu. »« Non, » coupa Duval. « Vous bougez à travers cette ville comme des ombres. Vous savez qui doit de l'argent, qui dort avec la femme de qui cache des dettes à ses partenaires. Vous l'utilisez pour acheter de l'influence, pour acculer des hommes dans leur propre vie. Et vous l'avez fait à Paris, à Toulouse, dans des villes dont je n'ai même pas encore entendu parler. » La pièce shift. Un des marchands fronça les sourcils. La première fissure airline dans le charme Keller. C'est alors que Hans se pencha en avant, sa voix plus tranquille que le tic-tac de la lampe à huile. « Shérif, pensez-vous vraiment pouvoir nous arrêter en nous gardant ici ?» Duval ne répondit pas.
pas à voix haute. Dedans, son esprit courait. Ce n'était pas de la bravade. C'était du calcul. Probing pour combien de contrôle il avait vraiment sur cet espace. Un député près de l'escalier s'avança légèrement, bloquant la seule sortie. Un autre se déplaça plus près de la fenêtre. Duval observa les yeux des Keller Trackers chaque mouvement sans bouger leur tête. Il mesurait chaque chemin, chaque angle. Et puis Lucas parla, son ton presque amusé. Nous pourrions terminer cette conversation maintenant. Marchez. Vous n'avez aucune preuve que quiconque ici a commis un crime. Et si vous essayez de nous retenir sans charge, vous devrez en répondre devant les mêmes hommes avec qui nous dînons. C'était la menace, nue maintenant. Ils ne l'avertissaient pas seulement, ils lui rappelèrent leur portée. Le cœur de Duval battait, mais sa voix resta calme. Peut-être que je n'ai pas besoin d'une cour. Peut-être que j'ai juste besoin de cette pièce. Assez d'yeux pour vous voir ensemble en un lieu. Assez d'oreilles pour entendre les différences dans vos histoires quand elles ne s'alignent pas. La mâchoire d'Otto se resserra presque imperceptiblement. La main de Hans effleura la patte de table. Un de ces signaux silencieux que Duval avait étudiés. Et puis, comme sur cue, Karl poussa sa chaise en arrière. Le raclement de bois sur sol sonna fort comme un coup de feu. « Messieurs, dit-il au marchand, je pense que nous avons assez gaspillé de votre matinée. » Les deux petits s'avancèrent instantanément. Deux bloquèrent la porte. Un se déplaça aux côtés de Karl, mais les Keller ne se précipitèrent pas. Ils ne crièrent pas, ils coordonnèrent. Lucas se leva ensuite, bougeant vers la fenêtre, pas en courant, juste une marche steady, délibérée. Otto se leva, dérivant vers le coin opposé comme examinant une carte murale. Hans resta assis une fraction de seconde plus longtemps que le reste, ses yeux verrouillés sur ceux de Duval. Et dans cet instant, Duval comprit qu'ils allaient défracturer la pièce. 4 corps bougeant dans 4 directions à la fois. 4 visages identiques pour les députés à traquer. Dans le chaos, un ou deux pourraient glisser dehors, et une fois partis, l'illusion serait entière à nouveau. « Restez sur eux !» aboya Duval. Sa voix sharp passait pour couper l'air. Les deux petits surgirent, mais les Keller bougeaient comme de l'eau, glissant autour de chaises, shiftant angle si qu'un frère chille de l'autre. Dans la confusion, Otto atteignit presque la porte avant qu'un député ne l'intercepte. La main de Lucas était sur le loquet de fenêtre avant qu'un autre officier ne saisisse son bras. Karl essaya de glisser Patelet marchand, les utilisant comme cover, mais Duval lui-même s'avança dans son chemin, main hovering près de son revolver. La pièce était tendue au point de casser. Personne n'avait tiré d'arme encore, mais c'était des secondes away. « Assez, » dit Duval, voix basse mais portant. « Vous quittez cette pièce et je veillerai à ce que chaque homme à Bordeaux sache exactement ce que vous êtes. Plus de confusion, plus d'erreur d'identité. 4 de vous, 4. Et j'aurai des témoins qui l'ont vu de leurs propres yeux. » Pour la première fois depuis qu'ils les avaient rencontrés, les Keller étaient stills, pas gelés mais stills. Ils se regardèrent, pas des glances maintenant, mais une pleine rencontre délibérée d'yeux. Quelque chose passa entre eux, silencieux mais complet. Et puis, commun, ils se rassirent. Le message était clair, ils n'avaient pas perdu. Ils choisissaient de rester. Duval savait ce que cela signifiait. Le jeu n'était pas fini. Il avait juste changé d'échiquier. L'air dans la pièce avait maintenant une densité, comme la chaleur avant la foudre. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Les deux petits tenaient leur position le long des murs, yeux verrouillés sur les 4 hommes identiques assis épaule contre épaule à la table. Les marchands, draftés dans cette pièce comme decoys, s'assirent rigides, leur visage pâle. Enfin comprenant que ceci n'était pas un dispute commerciale ordinaire, le shérif Henri Duval se tint à la tête de la table, ses paumes reposant sur le bois usé, se penchant en avant juste assez pour fermer la distance sans sembler menacé. Il pouvait sentir chaque seconde s'étirer, chacune une opportunité pour les Keller de reprendre le contrôle. Il décida de frapper d'abord. « 4 de vous, dit-il evenly, une histoire. C'est comme ça que vous avez gardé ce jeu en marche. Mais voici le truc sur les histoires. Elles tombent en morceaux quand trop de voix essaient de les compter en même temps. » Les yeux d'Otto fliquèrent brièvement vers Hans. Le regard de Lucas resta verrouillé sur Duval, sans cligner comme osant le pousser plus loin. « Donc, testons-le. » Continua Duval, tirant une feuille pliée de la poche de son manteau. « Quelques questions. Simple, pas de truc. Chacun de vous répond séparément. Voyons si la magie tient. » Il se tourna vers Hans d'abord. « Où étiez-vous hier matin à 9h? Bourse du vin, dit Hans instantanément. « Réunion avec des marchands sur les prévisions de marché. » Duval hocha la tête puis regarda Otto. « Et vous? »« Ok, » répondit Otto, inspectant un envoi de biens tyrolien à Karl. « J'étais dans la maison de Monsieur Louis Moreau, dit-il smoothly, discutant d'investissements possibles. » Enfin Lucas, la banque, revoyant de la correspondance. Duval déplia la feuille de papier et la posa sur la table. C'était une timeline compilée des rapports de ces deux petits montrant tous les 4 frères cités dans différentes parties de Bordeaux, exactement à la même heure, chacun avec des témoins corroborants. « Intéressant, » dit Duval tranquillement.
parce qu'après ces déclarations sous serment, Hans, vous avez été vu au quai parlant à un capitaine de navire à 9h12. Otto, vous avez été repéré à la Bourse du Vin à 9h15. Karl, vous n'étiez jamais près de la maison de Moreau, mais vous étiez dans le lobby de la banque. Et Lucas, vous, il ne finit pas. Lucas se pencha en avant juste légèrement, son sourire inchangé mais ses yeux portant quelque chose de plus froid maintenant. Shérif, vous posez les mauvaises questions. Les mots étaient calmes, délibérés, conçus pour reprendre le tempo. Le suis-je? Demanda Duval. Oui, dit Lucas, parce que ce soit moi ou mon frère en un lieu particulier ne change pas ce que vous pensez avoir vu. Ça ne change pas votre manque de preuves. Les marchands shiftent inconfortablement, glissant des regards entre eux. Ceci était la méthode Keller. Prendre le contrôle du cadre, redéfinir le problème si la solution devient impossible. Duval décida de presser plus fort. Ce n'est pas de preuves dont j'ai besoin maintenant. C'est de certitude et je l'obtiens. Il regarda directement Hans. Qu'avez-vous dit au colonel Lefebvre le jour avant que son coffre ne soit vidé? La voix de Hans était steady. Je ne lui ai jamais parlé en privé. Duval se tourna vers Otto. Même question. Je l'ai félicité sur ses ventures parisiennes, répondit Otto sans hésitation. Une ripple traversa la pièce. C'était légère, mais c'était là. La contradiction prononcée à voix haute devant des témoins. Avant que quiconque ne puisse commenter, Karl intervint. Ce que mon frère veut dire, non. Duval le coupa Sharply. N'expliquez pas pour lui. C'est là que vos fissures montrent. Lucas s'adossa, pliant ses mains devant lui, le plus faible courbe d'un rictus sur ses lèvres. Shérif, vous n'êtes pas ici pour des réponses. Vous êtes ici pour du théâtre. Vous voulez vos deux petits, ces marchands, voir quelque chose qu'ils ne peuvent nommer tout à fait. Mais après, vous nous chargez de quoi? Ressembler. Parler de façon que vous ne pouvez suivre. Non, dit Duval, sa voix tombant plus bas. Je vous charge de mener une opération coordonnée pour contrôler et exploiter le commerce de cette ville. Je vous charge de vol, fraude et conspiration. Et quand j'aurai fini, chaque homme à Bordeaux qui a fait affaire avec vous se demandera ce que vous avez écrit dans vos petits registres sur eux. Ça atterrit. Il le vit dans le resserrement de la mâchoire d'Otto, la faible crise qui apparut entre les sourcils de Karl. Les Keller n'avaient pas peur de l'arrestation. Ils pouvaient parler leur chemin hors d'une cour, mais la peur de perdre leur levier, leur prise sur l'élite de la ville, c'était différent. Ça pouvait effondrer la machine de l'intérieur. Duval savait qu'il était proche. Il pouvait sentir la pièce pencher, l'équilibre shift ever so slightly. Tout ce qu'il fallait était un misstep de plus d'eux, un moment de plus où leur unité craquait juste assez pour laisser la vérité saigner. Donc il prit le risque. L'un de vous, dit-il lentement, est le maillon faible. Je peux le voir. Vous n'êtes pas tous égaux là-dedans. L'un de vous cache quelque chose aux autres. C'était le gamble. Les forcer à se regarder, à douter l'un de l'autre, même pour un battement de cœur. Ça marcha. Le regard de Karl glissa vers Hans, trop rapide pour cacher. Hans le capta. Son expression encore neutre, mais son corps shift back une fraction comme pour mettre de l'espace entre eux. Les yeux d'Otto se déplacèrent vers Lucas, qui ne détourna pas le regard. Ce n'était rien. C'était tout. Dans ce moment, Duval comprit qu'ils avaient bâti leur empire sur une confiance absolue l'un en l'autre, et ils venaient de mettre la plus petite fracture dedans. Mais puis Lucas parla à nouveau. Sa voix plus douce cette fois, presque pitching. « Shérif, soyez très prudent. Les hommes qui essaient de nous briser finissent souvent brisés eux-mêmes. Ce n'était pas une menace en ton, mais en certitude. » Les deux petits tendirent. Les marchands échangèrent des glances nerveux. Duval tint le regard de Lucas pour un long moment avant de répondre. « Peut-être, mais vous êtes encore dans cette pièce et ça signifie que je suis plus proche que vous ne le voulez. » Ils ne répondirent pas. Le silence était une réponse en soi. Duval avait circlé le moment pendant des semaines, le point où le talk devait finir et le mouvement commencer. Les Keller étaient maîtres de l'espace. Ils devaient être brisés avant qu'ils ne puissent orchestrer une autre retraite synchronisée. S'ils étaient forcés en pièces séparées sans glance silencieux, sans gestes codés, la continuité parfaite qui les gardait intouchables se fracturerait au grand jour. Il se redressa, s'écarta de la table et laissa sa voix couper l'air. « Messieurs, nous en avons fini ici. Chacun de vous sera emmené à un lieu séparé pour un interrogatoire supplémentaire. » Les deux petits le long des murs s'avancèrent, fermant l'espace. Des chaises raclèrent le sol alors que les Keller se levaient, pas hâtivement, pas avec protestation, mais avec la même grâce unhurried qu'ils utilisaient pour marcher dans la vie d'un homme et partir avec sa confiance. Lucas sourit faiblement. « Lieu séparé. Vous pensez que la vérité change quand vous bougez les meubles ?» Non, dit Duval. Je pense que vous changez quand vous ne pouvez pas vous voir. Les frères échangèrent un regard. Plus lent cette fois, délibéré. Ce n'était pas de la panique, c'était du calcul. Duval pouvait presque entendre les rouages tourner.
Nouvelle route de sortie, nouveaux signaux à improviser sous restriction. Il fit signe au député Leclerc. Emmène du hall, l'autre dans la chambre de stockage du fond. Les Keller ne résistèrent pas. Ils marchèrent où on leur dit, chacun flanqué de deux petits, chacun bougeant avec la posture d'un homme indulging un jeu qu'il s'attend déjà à gagner. Le moment où la première porte se ferma, Duval sentit le shift. L'air dans la pièce principale perdit sa étrange densité. L'attraction magnétique entre les frères, si constante qu'elle avait commencé à sembler une chose vivante, était partie. À sa place était le lent défilage de quelque chose trop serré pendant trop longtemps. Il commença par Karl dans la pièce latérale étroite. Une table unique, 2 chaises, pas de registre, pas de place pour les yeux à Dart. « Où étiez-vous la nuit du 17 octobre ?» demanda Duval. Karl s'adossa au dîner Lefebvre. « Même que vous avez entendu de tout le monde. Vous étiez en haut, dit Duval. Second étage, étudiant la layout de la maison. » Le sourire de Karl ne faiblit pas. « J'admirais des portraits. Demandez à n'importe qui. »« Je l'ai fait, » dit Duval. « Certains vous ont vu en haut, d'autres en bas en même temps. » Une pause. Pas longue, mais assez pour que Duval la marque. Du bout du hall, un faible bruit, une patte de chaise raclant le sol dans une autre pièce. La tête de Karl se tourna légèrement vers ça avant qu'il ne se rattrape. C'était ça. Le réflexe de checker pour confirmer avec un frère que le script tenait, mais le frère n'était pas là. Dans un autre bâtiment, le député Leclerc était avec Hans, posant des questions différentes dans un ordre différent. Pas sur Lefebvre, sur les registres bancaires, les combinaisons de coffres listées dans les notebooks Keller, les horaires d'expédition qu'ils avaient mémorisés, et sans le savoir, Hans donnait déjà à Duval ce qu'il voulait. Petite discrepancie, une date shiftée, un nom omis, un détail qu'Otto se souviendrait plus tard différemment. De retour dans le bâtiment principal, Lucas s'assit dans la chambre de stockage, son expression taillée dans le marbre alors que Duval entrait. « Vos frères répondent aux mêmes questions en ce moment, » dit Duval, « et ils ne donnent pas tous les mêmes réponses. » Les yeux de Lucas se rétrécirent juste légèrement. « Vous pensez pouvoir nous retourner les uns contre les autres ? Je n'ai pas besoin, » dit Duval. « Tout ce que j'ai à faire est de rendre impossible de garder l'histoire straight. » C'était le cœur. Leur pouvoir n'était pas seulement en ressemblant, c'était en étant alike, en partageant un esprit continu unique entre eux. Et en ce moment, cet esprit était en morceaux. Duval laissa le silence remplir l'espace, observant Lucas l'observer, sachant que dans l'absence d'information, l'arme la plus grande des frères, leur certitude, commençait à corroder. 1 heure plus tard, il commença la seconde ronde. Il fit tourner les frères entre les lieux par deux petits, brisant le confort de la familiarité et assurant qu'ils ne savaient pas qui avait été dans une pièce avant eux. Il posa les mêmes questions à nouveau dans une forme légèrement différente et encore et encore. Les fissures s'élargirent. Hans se plaçait maintenant au quai à un moment qu'Otto avait réclamé plus tôt pour la bourse du vin. Karl omettait une interaction que Lucas avait détaillée plus tôt, tandis que Lucas insérait une réunion qu'aucun des autres ne mentionna. Les discrepancies étaient encore petites, rien qui les effondrerait en cours. Mais dans la pièce avec les députés, c'était assez. Assez pour prouver que la machine n'était pas infaillible. Assez pour prouver que l'entité pouvait être démantelée. Au crépuscule, Duval les ramena tous dans la même pièce, non comme geste de reddition, mais pour observer. La stillness qui les avait autrefois liés était différente maintenant. Les regards étaient plus longs, plus sharp. Les pauses avant de répondre à une question étaient mesurées comme si chaque homme recalculait non seulement quoi dire, mais si les autres le matcheraient. « Longue journée, » dit Duval, s'adossant au cadre de porte. « Je vous laisse partir pour maintenant. Mais Bordeaux vous a vus ensemble. » « Ils savent maintenant. » L'illusion a craqué. La voix de Lucas était tranquille. « Les fissures peuvent être scellées. Pas quand toute la ville regarde, » dit Duval. Ils partirent sans protestation, fondant dans la nuit comme ils l'avaient toujours fait. Mais Duval savait que la dynamique avait shift. Il avait fait ce que personne d'autre n'avait fait, les forçant à s'adapter à une condition qu'ils ne pouvaient perfectionner à l'avance. Il les avait rendus séparés. La question maintenant était si cette séparation grandirait seule, ou s'il fermerait les rangs et viendrait pour lui avant qu'il ne puisse l'élargir. Les Keller ne frappèrent pas le jour suivant ou la semaine d'après. Ce n'était pas leur style. Duval connaissait assez les prédateurs pour comprendre le danger du calme. Quand une bête se retire dans les buissons, ce n'est pas une reddition, c'est chasser en reverse, vous laissant marcher plus profond dans ses mâchoires. Ça commença par les plus petites choses. Un marchand qui avait été eager d'assister dans l'enquête de Duval devint soudain évasif, déclinant de répondre aux questions sans son avocat présent. Un député, un en qui Duval faisait confiance, manqua à son shift pour revenir le matin suivant avec une excuse mince et un regard nerveux dans les yeux.
Puis les lettres commencèrent à arriver. La première était sur le bureau du juge Beaumont, un des rares alliés de Duval dans les cours. Elle contenait un paragraphe unique décrivant une conversation privée que le juge avait eue avec une jeune femme à Paris, une conversation qui pouvait ruiner sa famille si rendue publique. Il n'y avait pas de demande d'argent, seulement l'implication que certaines pressions pouvaient être allégées si Beaumont reconsidérait sa coopération avec le bureau du shérif. La seconde lettre arriva pour Madame Claire Dubois, une veuve qui possédait un des entrepôts où Duval avait mis en scène des opérations antérieures. Elle référençait les dettes de jeu de son fils à Toulouse et suggérait qu'elle pourrait être sage de s'éloigner de compagnies dangereuses. En 2 jours, son entrepôt n'était plus disponible pour usage law enforcement. Duval n'avait pas besoin d'une confession signée pour savoir quelle main était derrière ces lettres. Elles étaient Keller Work to the Core, spécifiques, chirurgicales, jamais plus qu'un parry moved de déniabilité. La ville n'était pas menacée en silence. Elle était persuadée que le silence était plus sûr, mais le vrai coup vint de l'intérieur de ses propres rangs. Le député Étienne Laurent, un homme que Duval connaissait depuis 6 ans, déposa soudain un rapport interne accusant le shérif de détention illégale et d'interrogatoire coercitif pendant l'opération de séparation Keller. Le rapport était lacède avec juste assez de vérité pour lui donner du poids. Les frères avaient été retenus sans charge formelle pendant plusieurs heures et ils avaient été interrogés repeatedly. Ce que le rapport ne disait pas était que toute l'opération avait été témoin par de multiples deputies et conduite dans les limites que Duval savait qu'il pouvait étirer sans casser. L'accusation de Laurent était l'allumette. En 1 semaine, Duval fut convoqué à une session à porte close du conseil municipal pour répondre à des concerns sur sa conduite. Les Keller n'essayaient pas de le battre dans les rues. Ils tournaient Bordeaux contre lui de l'intérieur. Le jour avant son audience au conseil, Duval trouva une enveloppe glissée sous la porte de son bureau. Dedans, pas de lettres, pas de menaces, juste une petite clé de laiton et un bout de papier avec une adresse écrite en script allemand précis. L'adresse était pour une pension au bord du quartier tyrolien. Il y alla seul, ignorant les conseils des rares deputies en qui il faisait encore confiance. La pièce que la clé ouvrait était petite, à peine meublée, mais sur le bureau par la fenêtre reposait un autre registre Keller. Celui-ci, cependant, était différent. La première page contenait une liste de noms, pas de marchands, pas de juges, des deputies. Chaque homme sous son command était listé avec des notes à côté. Loyal mais persuadable, doit de l'argent à cousin à Paris, sœur de femme en arrangement. Compromettant, ambitieux, peut-être tourné avec promesse de promotion. C'était le bureau du shérif mis à nu, chaque vulnérabilité cataloguée, chaque loyauté prissée. Duval se tint là pour un long moment, le son de la ville dérivant par la fenêtre. Il réalisa avec une clarté froide que ce registre n'avait pas été laissé comme trophée. C'était une invitation. Les Keller lui montraient exactement jusqu'où dedans ses défenses ils étaient déjà. Il disait « Ceci est notre carte de votre maison, shérif. Nous savons où est chaque porte. Nous pouvons en ouvrir n'importe laquelle que nous choisissons. » Cette nuit-là, 2 marchands de plus retirèrent leur coopération. Un banquier qui avait témoigné avoir vu 2 Keller dans différentes parties de la ville au même temps se souvint soudain qu'il avait dû se tromper. Les fichiers de cas s'amincissaient, la liste de témoins s'évaporait. À la fin de la semaine, même les deputies qui se tenaient encore avec lui étaient nerveux, leurs conversations clipped, leurs yeux dartant vers les ombres quand ils quittèrent la station. Les Keller n'avaient pas seulement attaqué son enquête, ils avaient commencé à le rendre radioactif. Être vu avec Henri Duval maintenant était inviter leur attention, et personne dans la tiers supérieure de Bordeaux ne voulait ce genre de trouble. Mais Duval n'était pas prêt à plier. Il savait que des hommes comme les Keller croyaient toujours qu'ils pouvaient pousser juste un peu plus loin, sans conséquence. Il voudrait un mouvement final, un public, quelque chose pour rappeler à la ville qu'ils étaient encore intouchables. S'il pouvait le prédire, il pouvait le tourner. Et donc il attendit, observant pour le moment où leur confiance overreacherait. Ça vint plus tôt qu'il s'y attendait. À un gala tenu dans le ballroom de l'Hôtel de la Paix, un événement caritatif pour les veuves de guerre de la ville, où un des Keller fut vu montant sur scène à côté du maire, offrant une donation personnelle substantielle à la cause. Des applaudissements remplirent la pièce. L'élite de la ville sourit, applaudit et se pencha plus proche. C'était le setting parfait pour le truc favori des Keller, s'insérer dans le centre moral de la société de Bordeaux. Mais dans cette pièce, sous la lumière du lustre, Duval vit aussi autre chose, une faiblesse. Pas dans leur contrôle, mais dans leur besoin pour ça. Ils étaient venus pour être vus, et s'ils pouvaient être vus, ils pouvaient être attrapés. Le ballroom de l'Hôtel de la Paix était une cathédrale de lumière et de richesse murmurée cette nuit-là, ses lustres de cristal jetant un glow meant to soften les lignes sur des visages habitués à un calcul dur. La musique était polie, le champagne importé, et les conversations, au moins en surface, étaient sur la charité, le progrès et la fierté civique. Mais Henri Duval savait mieux. Sous le parfum et le rire poli, ceci était un rassemblement du vrai pouvoir de Bordeaux, et chaque poignée de main était un bargain, chaque sourire, une appraisale.
Les Keller comprenaient ça mieux que quiconque. Ils n'assistaient pas simplement à de tels événements. Ils les orchestraient. Être vus en compagnie du maire, placer leur nom dans le même souffle que la philanthropie, était cimenter leur position comme intouchables. Et ce soir, ils allaient plus loin qu'ils n'avaient jamais. Ils faisaient une donation publique généreuse au fond des veuves de guerre. Un geste si visible que le questionné semblerait presque obscène. Duval se tint au bord de la foule, observant alors que Hans, impeccable dans un manteau de soirée noire, montait sur le dais avec le maire. Otto était dans le coin loin de la pièce, parlant tranquillement avec le plus grand courtier en vin de la ville. Karl bougeait effortlessly parmi les épouses et filles de l'élite de Bordeaux, son sourire chaud, ses compliments désarmants, et Lucas, comme toujours, était l'ombre tranquille près des musiciens, observant la pièce avec ses yeux pâles, calculant. Ils étaient répandus parfaitement, chacun dans son rôle, chacun contrôlant une partie différente de la conversation de la pièce. C'était un filet vivant tissé de visages identiques et de coordination impossible. Mais Duval avait passé des semaines à se préparer pour cette nuit. Il avait étudié leurs patterns, leurs entrées, la façon dont ils utilisaient les foules pour disparaître dans les mouvements l'un de l'autre. Et ce soir, pour la première fois, il avait quelque chose que les Keller n'attendaient pas. Du levier. 3 jours plus tôt dans le quartier tyrolien, un docker ivre avait confessé quelque chose d'extraordinaire à un des rares deputies loyaux restants de Duval. Il avait été payé grassement pour livrer des enveloppes scellées à diverses adresses à travers Bordeaux. Les instructions étaient toujours les mêmes. Attendre que la rue soit vide, placer l'enveloppe sous la porte et partir sans frapper. Le docker n'en avait jamais ouvert une, mais lors de sa dernière livraison, la curiosité l'avait emporté. Dedans, il avait trouvé une note en script allemand parfait, listant une heure, un lieu et le nom d'un citoyen proéminent. C'était le système Keller, des appointements pour des conversations tranquilles que personne ne voulait enregistrer. Et Duval avait maintenant 3 telles notes en sa possession. Les noms qu'elles contenaient pourraient faire tenir la moitié de la pièce devant lui. Son plan était dangereux, peut-être suicidaire. Il forcerait les Keller dans une position qu'ils n'avaient jamais eue avant, devoir se nier eux-mêmes. La voix du maire résonna sur le hush poli de la foule. C'est mon plaisir d'accueillir nos généreux amis, les frères Keller, dont la contribution au fond des veuves de guerre. C'est alors que Duval s'avança, pas rapidement, mais avec le pas délibéré, inévitable d'un homme qui sait que le moment est arrivé. Les conversations moururent dans son sillage. Le maire hésita, son sourire faiblissant. « Avant que nous applaudissions, dit Duval, sa voix portant sur la pièce, je pense que c'est seulement faire que la ville connaisse la pleine mesure de la générosité de nos bienfaiteurs. » Les Keller se tournèrent vers lui en parfaite unison. Pour la première fois depuis qu'il les avait rencontrés, Duval vit le plus faible flicker de calcul faiblir. Il plongea la main dans la poche de son manteau et produisit les 3 enveloppes, les tenant assez haut pour que les invités les plus proches voient. « J'ai ici des records d'arrangements privés, des réunions avec beaucoup des bons hommes et femmes dans cette pièce, des arrangements que je crois que les frères Keller ne voudraient pas discuter devant une foule si distinguée. » Une ripple traversa les invités. Peur, reconnaissance, colère. Personne ne bougea. Les yeux de Duval ne quittèrent jamais Hans. Si je les lis à voix haute, la ville entendra exactement comment les Keller font des affaires. Mais si nos invités ce soir souhaitent protéger leur privacy, je suggère que nous invitions tous les 4 frères à répondre à une question très simple. Lequel de vous était au quai de l'Hôtel de la Paix à 20h15 le mardi dernier? C'était un piège de géométrie et de temps. Duval avait confirmé que tous les 4 frères avaient été vus dans différentes localisations cette soirée-là, une impossibilité qu'ils ne pouvaient expliquer sans admettre leur tromperie. La pause qui suivit fut assez longue pour être sentie. Otto glissa un regard à Karl. Lucas shift son poids. Le sourire de Hans était encore là, mais il s'était aminci en quelque chose de brittle. De quelque part dans la foule, un homme s'éclaircit la gorge bruyamment. Puis un autre, une voix chuchotée dit « Répondez-lui ». Le filet qu'ils avaient tissé commençait à s'effilocher, mais Duval savait que ceci n'était que l'ouverture. Pour gagner, il devrait les pousser plus loin ici devant tous ceux qui importaient. Le silence dans le ballroom de l'Hôtel de la Paix n'était plus poli. Il était prédateur. Une centaine de paires d'yeux, aiguisés par soupçon et peur, se tournèrent vers les 4 hommes qui jusqu'à cette nuit avaient bougé à travers Bordeaux comme des esprits que personne n'osait confronter. Hans s'avança, calme comme de l'eau style, sa voix lisse assez pour coter la pièce en quelque chose dangereusement proche de la rassurance. « Shérif Duval. » Il dit, « Je vois le jeu que vous souhaitez jouer, mais vous devez savoir que quand la réputation d'un homme est attaquée en public de cette façon, ça dit plus sur l'accusateur que l'accusé. » Quelques rires nerveux, mais pas beaucoup. Le maire shift uncomfortably, glissant un regard vers les familles les plus riches en attendance. Duval ne cligna pas. « Ceci n'est pas un jeu, monsieur Keller, et je ne vous demande pas de défendre votre réputation. Je demande la vérité, quelque chose que vous et vos frères avez évité depuis le jour où vous avez posé le pied dans cette ville. » La tension se colle plus tight. De l'autre côté de la pièce,
Otto bougea subtilement vers la sortie latérale, glissant entre invités avec cette uncanny ability à disparaître sans sembler se presser. Les yeux de Karl scannèrent la foule, cataloguant expressions, calculant dont la loyauté pouvait être sauvée. Lucas resta près des musiciens, ses mains derrière le dos comme si tout l'événement l'ennuyait. Les deux petits de Duval, deux hommes en qui il faisait assez confiance pour stacker sa vie, étaient déjà en position aux sorties. Ce soir n'était pas seulement surexposer les Keller, c'était sur les contenir. « Je demanderai à nouveau », dit Duval, sa voix portant comme le craque d'un fouet. « Lequel de vous était au quai de l'Hôtel de la Paix à 20h15 le mardi dernier ?» La réponse de Hans vint trop vite. « C'était moi. » « Non, dit Otto, presque Lazili de l'autre côté de la pièce. « C'était moi. C'était la plus petite fissure, mais c'était assez. » Un murmure balaya la foule. Duval s'avança, pressant l'avantage. « Intéressant, parce que voyez, deux témoins fiables vous placent tous deux dans différentes parties de la ville, à ce même temps, et j'ai des déclarations sous serment pour le prouver. Donc dites-nous, comment un homme se tient en deux endroits à la fois? Ou devrions-nous demander comment quatre hommes peuvent prétendre être un? » Le ballroom n'était plus silencieux. Des voix s'élevèrent en accusation, soupçon. Plusieurs invités commencèrent à s'éloigner des Keller, comme si la proximité seule pouvait les impliquer. L'expression de Karl changea juste légèrement, mais assez pour que Duval voie le calcul céder à une résolution froide. Les frères échangèrent un regard. C'était ce langage non dit à nouveau, ces micro-signaux que Duval avait passé des mois à décoder. Il savait maintenant ce que ça signifiait. Retraite. Lucas fut le premier à bouger. Pas un pas vers la porte, mais vers le maire, sa main plongeant dans son manteau. Duval cria avant que la pensée ne se forme pleinement. De petit, la pièce explosa en mouvement. Chaises renversées, verres brisés, femmes criant. Otto poussa à travers le cluster d'invités le plus proche, bougeant avec une agilité qui contredisait son attire formel. Hans ne courut pas. Il bougea délibérément vers Duval, ses yeux verrouillés sur ceux du shérif, comme osant l'arrêter. Les deux petits de Duval interceptèrent Otto et Karl près de la sortie est. Il y eut une brève lutte vicieuse. Pas de mouvement gaspillé, pas de panique, juste une efficacité calculée. Ces hommes s'étaient entraînés pour l'évasion comme des soldats pour la bataille. Mais Lucas était le vrai danger. Il avait fermé la distance au maire, quelque chose de petit et métallique scintillant dans sa main. Pas une arme, réalisa Duval trop tard, mais un flacon. Duval linged, frappant le bras de Lucas. Le flacon se brisa contre le sol, relâchant une odeur chimique sharp qui fit reculer les invités les plus proches. Quoi qu'il y avait dedans n'était pas un parfum ordinaire. C'était meant to burn, to blind, to buy time. Les Keller faillirent réussir. Dans le chaos, Hans glissa past Duval et atteignit l'entrée principale, seulement pour trouver le chemin barré par deux agents fédéraux armés summonés discrètement des jours plus tôt, quand Duval savait que l'endgame arrivait. Pour la première fois, la composure de Hans faiblit, juste un flicker. Mais Duval le vit. La réalisation que la géométrie parfaite de leur schéma avait enfin rencontré un obstacle qu'elle ne pouvait manœuvrer autour. « Messieurs, » dit Duval, sa voix coupant à travers le chaos comme une lame, « votre jeu est fini. Bordeaux vous verra pour ce que vous êtes. Pas d'hommes d'affaires, pas de bienfaiteurs, mais des prédateurs qui se nourrissent de confiance. Musique, ils ne répondirent pas. Peut-être savaient-ils que les mots étaient inutiles maintenant. Au moment où le dernier d'eux fut retenu, le ballroom était en ruine. Champagne renversé, éventail de soie éparpillé, le fantôme âcre de l'évasion ratée de Lucas hanging in the air. Les invités chuchotaient en cluster, certains en disbelief, d'autres en furie d'avoir été si complètement trompés. Les Keller furent emmenés dans la nuit humide, chacun flanqué de deux petits et d'agents fédéraux. Leurs visages étaient encore identiques, encore impossible y composer, mais l'illusion était partie. La ville savait maintenant, et Duval, alors qu'il les regardait disparaître dans les calèches en attente, savait autre chose. Cette victoire n'était que temporaire. Des hommes comme les Keller ne disparaissaient pas. Ils refaisaient surface dans de nouvelles villes, sous de nouveaux noms avec de nouveaux jeux à jouer. Mais pour ce soir, Bordeaux pouvait respirer à nouveau. Et Duval avait rendu à la ville quelque chose de bien plus rare que la sécurité, la clarté. Le genre de clarté qui change un homme pour toujours une fois qu'il a vu la vérité.